Bonsoir et bienvenue dans les Aventuriers de l'étrange. Ce soir, nous allons aborder un sujet que nous avons déjà exploré lors d'une émission de la saison 1 des Aventuriers de l'étrange avec, rappelez-vous, le professeur Henri Brock. Je veux parler du suaire de Turin qui fait couler beaucoup d'encre et exacerbe les passions depuis plusieurs siècles. Le professeur Henri Brock nous avait expliqué comment refaire un Saint-Suaire, le linceul de Turin, dans sa cuisine avec des ingrédients que tout un chacun peut trouver finalement assez facilement. Et selon lui, bien sûr, le suaire de Turin n'est qu'une œuvre d'un artiste doué, certes, mais datant uniquement du Moyen-Âge. Et selon lui, toujours, ce n'est donc pas une relique du Christ. Ce soir, nous allons réouvrir ce dossier avec un des deux auteurs d'un livre passionnant paru aux presses de la Renaissance, un livre intitulé « Le linceul de Turin et la tunique d'Argenteuil », avec en sous-titre « Le point sur l'enquête ». Un livre coécrit par Gérard Lucotte, généticien et professeur à l'école d'anthropologie de Paris, et le professeur André Marion. André Marion, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir dans les Aventuriers de l'étrange pour réouvrir ensemble ce dossier concernant le linceul de Turin. Vous êtes expert en traitement des images et enseignant à Paris Sud. Oui. Et avec vous, nous allons faire le tour de toutes les recherches scientifiques dans ce domaine et écouter vos conclusions concernant le linceul de Turin, concernant la tunique d'Argenteuil et également concernant une autre pièce de tissu qui s'appelle le Soudarion d'Oviedo. Vous nous expliquerez pourquoi est-ce qu'on peut mettre en relation ces trois reliques célèbres dans le monde de la chrétienté. Alors, vous qui nous écoutez, vous le savez, vous pouvez poser vos questions à notre invité, intervenir dans cette émission, je vous y invite. Et pour ce faire, deux biais, deux chemins, celui du standard avec Morad, vous appelez au 0826 300 300, 0826 300 300 pour ensuite passer à l'antenne et discuter avec nous. Vous pouvez également intervenir par le biais des SMS, j'ai l'écran là qui est juste sous les yeux. Donc pour m'envoyer un message directement, vous tapez Sud sur votre portable, vous laissez un espace, vous rédigez votre question, votre commentaire ou votre réaction et vous envoyez le tout au 71 200 et je serai bien entendu votre porte-parole. Jusqu'à minuit, nous allons donc, vous l'avez compris, réouvrir ce dossier passionnant concernant le linceul de Turin. Sud Radio, les aventuriers de l'étrange, avec Louis Bénédy sur Sud Radio. André Marion, pour commencer, vous l'avez entendu, je l'ai cité puisqu'il a été mon invité dans les Aventuriers de l'étrange dans la saison 1. Avant de découvrir donc les résultats des recherches scientifiques concernant ce linceul de Turin, que pensez-vous de la position du professeur Henri Brock ? Eh bien, écoutez, pour moi, cette position ne peut pas tenir longtemps pour la bonne raison qu'il affirme pouvoir fabriquer des linceuls dans sa cuisine à l'aide d'une technique qui d'ailleurs n'est pas nouvelle puisqu'elle a à peu près une trentaine d'années, où il s'agit de tamponner un bas-relief, une toile de lin posée sur un bas-relief à l'aide de pigments, ensuite de faire tout un processus assez complexe pour parvenir à une image qui, bien évidemment, est une image qui est une peinture. Alors, ceci ne tient pas la route pour la bonne raison que on sait pertinemment maintenant que le suaire n'est pas une peinture. Alors, cette histoire a commencé en fait il y a fort longtemps et dès 1978, des micro-prélèvements avaient été effectués sur le drap par McCrone, un micro-analyste de Chicago, qui affirma avoir détecté la présence d'oxyde ferrique, un pigment donc, et du sulfure de mercure qu'on appelle plus couramment le vermillon. Voilà. Donc ces résultats à l'époque avaient eu un retentissement considérable. Malheureusement, ils n'ont pas tardé, bien entendu, à être démentis. Dès 1980, 2 années après, 2 chercheurs américains, Heller et Adler, qui étaient membres du STURP, du Shroud of Turin Research Project, ont repris les examens de McCrone et ont montré que les éléments chimiques qu'il avait trouvés étaient présents d'abord en quantité absolument infinitésimale et à des endroits qui n'avaient aucun rapport avec l'image ou avec les taches de sang. Ouais. Et d'ailleurs, McCrone
soi-disant, enfin peut-être sûrement même spécialiste en art et en faux concernant l'art, n'en était pas à sa première erreur que des scientifiques, ses pairs, ont qualifié de grossière d'ailleurs. Exactement, il a recommencé avec le Suaire de Turin, en prétendant donc qu'il s'agissait d'une vulgaire peinture, alors que les Américains ont montré par quantité d'expérience et d'analyse très précise qu'il n'y avait aucun dépôt de matière, que ce soit des pigments ou autres, sur le linceul, et que l'image était en fait, je pense qu'on aura l'occasion on y reviendra de revenir au cours de la discussion, était formée par une roussissure superficielle des fibres du tissu, si vous voulez. Donc l'idée de la peinture, c'est bien joli, mais on peut faire quelque chose qui ressemble, mais qui ne sera pas de même nature. Oui, tout à fait. D'ailleurs, pour clore le dossier McCrone, a signalé qu'il avait expertisé comme étant un faux une carte datant de 1440, en disant qu'elle était de 1920. D'autres scientifiques ont prouvé que non, la carte était authentique. C'est dommage pour le propriétaire de la carte, mais bon, il a dû avoir quelques insomnies, mais bon, voilà, c'est comme ça. Alors, revenons donc à ce linceul de Turin, et la première partie, le premier tiers, on va dire, du livre, de votre livre, que vous avez coécrit donc avec Gérard Lucotte, retrace, parce que c'est quand même très important, le cheminement historique de cette pièce de tissu. Alors, en France, enfin, en Europe, on la connaît depuis quand exactement? Le linceul est apparu pour la première fois en France, à Liray, une petite ville de Champagne, dans la famille d'un noble qui s'appelait Geoffroy de Charny, qui avait fait construire une collégiale dans laquelle il a placé donc le linceul, qui fut tout de suite l'objet d'ostension, c'est-à-dire de présentation au public, et de pèlerinage. Donc ça remonte à aux années 1357, 1356, 1357. Allez-y, je vous en prie, oui. Alors, il faut bien voir que dès le départ, ces expositions n'ont pas été du tout du goût de l'évêque de Troyes, l'évêque du lieu, qui a décidé de les interdire. Son successeur a continué. Il y a eu toute une cabale entre le Geoffroy de Charny, la famille de Charny, disons, et les évêques successifs. Et l'évêque Pierre d'Arcis a publié un mémoire célèbre dans lequel déjà, si vous voulez, il contestait l'authenticité du linceul en disant que c'était une peinture et que le peintre lui-même s'en était confié à son prédécesseur Henri de Poitiers. Ah, ni plus ni moins, d'accord. Ni plus ni moins. Alors, il faut dire tout de suite que on n'a jamais retrouvé trace de preuves quelconques d'une enquête qui aurait été faite ou autre, et ces éléments, si vous voulez, le mémoire de Pierre d'Arcis est considéré de nos jours comme douteux. En plus, il n'est ni daté ni signé, et son style ne ressemble pas à celui des évêques de l'époque. Donc c'est une idée qui aurait dû normalement s'éteindre. On aurait dû dire ce n'est pas une peinture, point final. Et en fait, on s'aperçoit qu'elle a été au cours de l'histoire reprise régulièrement. À la fin du XIXe siècle, par exemple, par le chanoine Ulysse Chevalier, puis plus récemment par McCrone et par les gens qui maintenant se disent zététiciens et qui contestent donc l'authenticité du linceul et s'appuient toujours en définitive sur ce fameux mémoire. Il faut dire que c'est un objet qui exacerbe les passions. Il ne concède pas n'importe quel homme quand même. Et ça, forcément, dès qu'on touche au Christ dans le domaine chrétien, ça part très vite. Donc ça interpelle tout le monde, et en particulier les scientifiques, qui très tôt se sont rendus compte que cet objet était ce qu'on peut appeler un objet impossible, avec des propriétés contradictoires, des choses absolument étonnantes. Je pense qu'on pourra en reparler. Oui, tout à fait. Dès qu'on touche à un miracle, on avait fait un dossier sur les miracles de Lourdes, forcément, il y a des questions qui se posent et auxquelles pas mal de scientifiques disent, j'ai pas la réponse. Dans l'état actuel de la science, on est incapable de dire comment des miracles se produisent à Lourdes et comment est-ce que des gens peuvent être guéris. Alors, commençons par le début, si vous le voulez bien. Quels sont les textes qui parlent du Saint-Suaire? Parce que ça, c'est la base historique. Dans les évangiles, le Saint-Suaire, enfin, pas comme ça, évidemment, mais des pièces de tissu sont citées. On ne parle pas à proprement parler du Saint-Suaire, c'est pas plus d'ailleurs que de la tunique. Il
faut attendre les premiers siècles pour commencer à avoir des écrits qui font mention d'un linceul du Christ. Plus précisément, il n'y a pas grand-chose avant l'année 525. Il y a peut-être une lettre de saint Épiphane de Salamine à l'évêque Jean de Jérusalem, lettre dans laquelle il explique à l'évêque qu'il a vu dans une église proche de Jérusalem un voile portant l'image du Christ. Vous voyez ? Et puis, à peu près à la même époque, il y a un décret du pape Saint Sylvestre Ier qui décide que les nappes d'autel ne seront plus en soie comme c'était le cas auparavant, mais en lin pour rappeler le tissu du linceul. C'est à peu près les seuls éléments que l'on a dans les tout premiers siècles. Et dans les évangiles, on relate, les saints relatent l'enterrement du Christ. Et là, on peut avoir quelques débuts d'éléments. Oui, il y a quelques débuts d'éléments, surtout dans l'évangile de Jean, puisque lui a été un témoin oculaire des événements. Et alors, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion, là, à partir de cette source ? À partir de cette source, on ne peut pas, à mon avis, dire grand-chose quant au lien qu'il peut y avoir avec le linceul que nous connaissons aujourd'hui. Il faut faire des recoupements qui remontent à d'autres périodes de l'histoire. Je pense qu'il faut suivre le cheminement à partir de l'an 525 que je citais tout à l'heure, parce que ça correspond historiquement à l'apparition à Édesse, une ville du sud-est de la Turquie, d'un voile qui porte qui a un portrait, si vous voulez, du visage du Christ, et que l'on connaît sous le nom de Mandylion. Voilà. Il y a une théorie qui est très en vogue aujourd'hui et qui semble assez sérieuse, qui consiste à dire que le linceul de Turin et le Mandylion ne seraient en fait qu'un seul et même objet. Voilà. Alors, André Marion, une première pause, et ensuite, dans quelques minutes, vous allez nous raconter justement l'histoire de ce Mandylion. Qu'est-ce que c'était exactement ? Comment est-ce qu'il était Je ne vais rien dire, je vous laisserai le soin de le dire pour garder un certain suspense. Vous restez avec nous et vous allez découvrir un cheminement tout à fait intéressant et tout à fait plausible du linceul de Turin pour arriver jusqu'à nos jours. Les aventuriers de l'étrange, avec Louis Bénédy sur Sud Radio. Et ce soir avec le professeur André Marion, qui est co-auteur avec le professeur Gérard Lucotte d'un livre paru aux presses de la Renaissance qui s'intitule Le linceul de Turin et la tunique d'Argenteuil. Nous réouvrons ce dossier passionnant de ce linceul qui est dans la cathédrale de Turin depuis 1578, qui fait 4,36 m de longueur sur 1,10 m de large. Nous allons en parler jusqu'à minuit et essayer de faire le tour de toutes les recherches scientifiques concernant ce linceul et essayer d'avoir quelques éléments de réponse à cette question qui est quand même une question importante. Est-ce que c'est le linceul qui aurait recouvert le corps du Christ lors de sa mort? Là, nous allons découvrir ça avec André Marion. Alors d'abord, André Marion, le Mandylion nous emmène à Édesse, en Turquie. Pour commencer, là nous sommes en 525. Voilà. Alors, expliquez-nous ce qu'est le Mandylion et quelle est son histoire. Alors, il s'agit en fait d'un voile qui porte une image, un portrait qui représente le visage de Jésus et qui est entouré d'un treillis d'or, un cadre, si vous voulez, qui le protège. Et la ressemblance, les représentations que l'on a du Mandylion montrent toutes qu'il y a une ressemblance frappante avec le visage du linceul de Turin. Donc très tôt, un certain nombre de chercheurs se sont posé la question, est-ce que, en fait, il ne s'agirait pas du linceul qui était plié de manière à ne laisser voir que le visage? Alors ceci peut s'expliquer de plusieurs façons, en particulier par le fait que, à cette époque, montrer la nudité d'un corps était inconcevable, et d'autant plus qu'il s'agit d'un corps sanguinolent, martyrisé, et que l'on avait voulu certainement cacher ce fait. Donc il se peut que le linceul exista en fait sous la forme de ce Mandylion. Toujours est-il que dès son apparition à Édesse, on constate une transformation radicale et relativement rapide de l'iconographie du Christ, où toutes les représentations du Christ, qui jusque-là portaient plutôt sur l'image d'un jeune homme, d'un jeune éphèbe, imberbe, aux cheveux blonds et bouclés, passent très
rapidement à l'image que l'on voit traditionnellement sur les icônes byzantines, de ce Christ majestueux, portant une barbe, des cheveux longs, etc. Oui. Le Christ que l'on connaît maintenant. Que l'on connaît maintenant. Et alors, quel a été le parcours de ce Mandylion? Parce que on en a de nombreuses traces quand même dans les écrits anciens. Oui, alors on sait qu'il gagne Constantinople en 944 et on le retrouve à divers endroits de la ville en 1204, c'est-à-dire à l'époque de la 4e croisade. Oui. Et entre-temps, donc il apparaît, il disparaît, et tantôt on fait mention du Mandylion tel que je l'ai décrit, tantôt on fait mention d'un voile qui porte l'image non seulement du visage, mais du corps du Christ tout entier, donc qui serait le linceul. Oui. Il y a beaucoup de textes et de représentations picturales, si vous voulez, Oui. qui confortent cette thèse, qui s'est trouvée encore confortée d'ailleurs récemment, en 1978, puis en 2002, par l'analyse visuelle optique, si vous voulez, de la surface du drap du linceul de Turin. On s'est aperçu qu'il y avait des traces de pliage du linceul qui pouvaient parfaitement correspondre aux dimensions du Mandylion. Voilà, ce qui corrobore donc que le Mandylion et le linceul de Turin seraient le même objet. Le même objet. Alors, il disparaît de Constantinople en 1204 au moment du sac de la ville par les croisés. Oui. Et on le voit réapparaître, le linceul, à Athènes l'année suivante, en 1205, chez Othon de la Roche, qui était justement un des chefs de la 4e croisade et qui avait occupé avec son armée un quartier de Constantinople où, paraît-il, le linceul était conservé. Oui. Donc la coïncidence, là encore, est plus que troublante. Et ceci explique que de chez Othon de la Roche, duc d'Athènes, il gagne la France, où il est transmis à la famille de Charny par l'arrière-petite-fille d'Othon de la Roche, laquelle a épousé le Geoffroy de Charny dont nous parlions au début. Voilà. Et la boucle est bouclée, on retrouve notre linceul en France à Liray. Dites-moi, combien de temps cela vous a pris? Parce que là, on en a un petit peu l'impression quand vous nous le racontez, et quand on le lit, c'est encore plus flagrant. C'est un vrai roman policier, historique. C'est du Absolument. Indiana Jones, mais réel, quoi, vraiment. Oui, oui. Et on a sans arrêt, en plus, si vous voulez, des éléments nouveaux qui apportent des confirmations. Par exemple, l'histoire de ce fameux Codex Près dont on parle dans le livre, qui était conservé à la Bibliothèque nationale de Budapest et qui est une représentation du linceul. Ce Codex Près a pu être daté avec précision. Il est antérieur à 1150 et ceci a de l'importance pour ce dont nous allons parler, je pense maintenant, c'est que c'est incompatible avec la fourchette de datation qui a été donnée par le carbone 14. Oui. Et toutes sortes de preuves s'accumulent les unes derrière les autres comme ça, depuis quelque temps. Oui. Alors, puisque vous avez cité cette datation au carbone 14 que tout le monde connaît, enfin que le grand public connaît, c'est un processus de datation que les scientifiques connaissent depuis fort longtemps maintenant. Oui. Vous allez nous expliquer peut-être en vulgarisant évidemment ce dont il s'agit, le principe, vous l'expliquez en détail dans le livre. Et en 1988, il y a donc une datation au carbone 14 qui est effectuée sur le linceul et qui dit que il date du Moyen-Âge, ni plus ni moins. Oui, c'est cela. Alors, pour revenir sur la méthode du carbone 14, elle est assez simple dans son principe. La réalisation pratique nécessite des appareillages relativement compliqués, mais dans le principe, c'est simple. Ça repose sur le fait que tout être vivant échange avec l'atmosphère, donc échange du carbone. Et parmi le carbone, il y a du carbone non radioactif et il y a un isotope qu'on appelle le carbone 14 qui lui est instable, c'est-à-dire décroît de manière radioactive. D'accord. Lorsque l'organisme est vivant, les échanges font que le taux, la proportion, si vous voulez, de carbone 14 radioactif par rapport au carbone normal reste constante. Mais lorsque l'organisme meurt, ces échanges ne peuvent plus se faire et le carbone 14 voit sa quantité décroître avec la loi habituelle de radioactivité, donc la quantité de
de carbone 14 diminue avec le temps. Et quand on mesure le carbone 14 résiduel, on peut, de la sorte, remonter jusqu'à la date de la mort de l'organisme. Voilà, donc ça c'est le principe, on voit comment ça fonctionne. Okay. Donc on applique ceci en particulier donc pour le bois, pour les arbres, les plantes, et le lin, bien entendu, qui est une plante. On peut remonter de la sorte à la date de la fabrication du tissu. Voilà. Alors, comment a été prélevé ce tissu et comment a été réalisée cette datation au carbone 14 ? Alors, cette datation a été réalisée en fait par 3 laboratoires qui ont eu accès à des prélèvements, dont des échantillons, qui ont été pris sur le sphère de Turin, dans un endroit qui, a priori, n'était pas très bien choisi, puisque c'était sur un bord, dans une région très manipulée, en particulier lors des ostensions. On verra pourquoi tout à l'heure. Et les fourchettes de date qu'a donné le carbone 14 ne se recoupent pas parfaitement, ce qui est également une autre anomalie. C'est un peu étrange de entre voir les 3 laboratoires, vous voulez dire. Les résultats ont été présentés en regroupant des dates qui ne correspondaient pas, si vous voulez. Toujours est-il qu'on arrive à une fourchette relativement large de 1260 à 1390, c'est-à-dire le Moyen-Âge. Oui. Et alors là, évidemment, les tenants, les scientifiques qui disent que c'est un faux, ont vu leur victoire éclater au grand jour, bien entendu. Bien sûr, et ceci d'autant plus que la fourchette de date trouvée correspond parfaitement, c'est une coïncidence remarquable, avec l'apparition historique à Liray en Champagne en 1357. Donc, bien entendu, les partisans du faux ont dit, voyez, on a absolument la démonstration, l'oracle du carbone 14 a parlé. Voilà. Mais en fait, les choses sont plus compliquées, parce que les procédés de mesure, les appareils, si vous voulez, ils mesurent ce qu'ils peuvent mesurer. Ils mesurent l'échantillon qu'on leur présente. Or, pour être précise, il est bien évident que la méthode ne doit prendre en compte que le carbone 14 qui date réellement de l'époque de la vie de la plante. Et il ne faut pas que du carbone plus récent se soit introduit, par exemple, dans le tissu, à l'occasion de lavage, à l'occasion de pollutions diverses. Et c'est là que le problème se complique, parce que si la mesure elle-même est précise, la correspondance entre le taux de carbone 14 que l'on trouve et la date que l'on peut assigner dépend de tous ces facteurs perturbateurs. Et rien ne garantit, si vous voulez, que les procédés de nettoyage qui sont mis en œuvre soient capables d'enlever toutes les pollutions, le mauvais carbone 14, si on peut dire, et qu'il fausse la mesure. On n'en est absolument pas certain. Et donc, à partir de là, on peut raisonnablement remettre en cause cette datation. Moi, je pense, d'autant plus que nous avons eu l'occasion, nous, de faire une autre datation en carbone 14, non pas du linceul de Turin, mais de la tunique d'Argenteuil, dont nous aurons l'occasion peut-être de parler tout à l'heure. Et nous avons trouvé, à partir du même échantillon, prélevé dans les mêmes conditions, nettoyé sur les mêmes procédures, nous avons trouvé plus de 2 siècles d'écart avec la datation précédente. Vous voyez ? Donc, ce qui prouve que la méthode est loin d'être absolue. Oui, effectivement, c'est assez... là, la fourchette est trop large quand même. La fourchette est très large. Alors, revenons quand même au côté historique de ce linceul de Turin, qui est donc dans la cathédrale de Turin, qui y est toujours actuellement, hein. Et, il n'a pas bougé pratiquement depuis 1578. Oui, sauf pour aller dans un couvent durant la guerre, pour être protégé. La Seconde Guerre mondiale, il a été protégé, il a été enlevé pendant quelques années. Oui. Et alors, est-ce que on le montre de temps à autre dans cette cathédrale ? Absolument. Il est montré lors de cérémonies qu'on appelle des ostensions, qui ont lieu de manière assez irrégulière. Tous les 10 ans ou moins. Les dernières remontent à 1998 et 2000 pour le bimillénaire de la chrétienté, où il y a des millions de pèlerins qui se sont pressés pendant une semaine, environ une dizaine de jours, devant le linceul à Turin. Mais dites-nous, que voit-on on parlera des procédés photographiques, des études qui ont été réalisées de manière scientifique, mais quand on est un quidam, si on a le plaisir d'assister à une ostension de ce linceul, on ne voit plus grand-chose maintenant. Non, absolument, on ne voit pas grand-chose. On voit
toile qui est de teinte jaune sépia, avec des zones un petit peu plus foncées, qui représentent les contours, disons, d'une double silhouette, vue de face et de dos. Et c'est à peu près tout. Hein, même si l'œil s'habitue un bon moment à l'obscurité, on a beaucoup de mal quand même à voir l'image dans son ensemble. Et pour voir cette image, il faut faire ce qu'avait fait pour la première fois en 1898 Secundopia, c'est-à-dire prendre une photo du linceul et observer le négatif. Voilà. Et là, on a une vision un peu plus précise. On a une vision très précise et on s'aperçoit, chose étonnante, que le négatif apparaît comme un positif, c'est-à-dire qu'on voit le personnage comme s'il était devant nous. Ceci montre que l'image très faible qui existe sur la toile est elle-même un négatif. Voilà, déjà ça c'est surprenant. Voilà, une première question à laquelle on va répondre dans quelques minutes avec vous, professeur André Marion. On va ouvrir plus avant le dossier scientifique concernant le linceul de Turin. Vous savez que vous pouvez réagir, venir poser vos questions, demander peut-être des éclaircissements ou poser des questions au professeur André Marion auxquelles moi je ne penserai pas. Vous nous appelez au 0826 300 300, 0826 300 300, ou encore vous m'envoyez un SMS comme ce gentil bonsoir de Dominique Brocard qui nous a envoyé un SMS d'Oloron Sainte-Marie. Vous nous envoyez donc un SMS, vous tapez Sud sur votre portable, vous laissez un espace, vous rédigez votre question, votre commentaire, votre réaction et vous envoyez le tout au 71 200 et ça tombe sur l'écran qui est juste sous mes yeux. Les aventuriers de l'étrange avec Louis Bénédy sur Sud Radio. Nous continuons à explorer le dossier historique et scientifique passionnant concernant le linceul de Turin et de la tunique d'Argenteuil. Nous parlerons également d'une autre relique qui s'appelle le Soudarion d'Oviedo, avec le professeur André Marion, qui est le co-auteur avec Gérard Lucotte de ce livre paru aux éditions Presse de la Renaissance qui s'intitule Le linceul de Turin et la tunique d'Argenteuil, le point sur l'enquête. Alors, nous en étions, André Marion, à parler de la première photographie du linceul de Turin réalisée par Secundopia, qui relate, d'ailleurs vous le faites parler dans votre livre, on lit son témoignage lorsqu'il était dans sa chambre obscure et qu'il développe les photos. Et là il y a un vrai moment d'émotion. Oui, parce qu'il voit apparaître devant lui une image donc en positif de l'homme flagellé, crucifié, qui porte tous les stigmates de la passion et qui est en fait saisissant de réalisme. Et il faut bien voir que cette première photographie a été en réalité le véritable point de départ de toutes les analyses scientifiques, de tous les travaux qui ont eu lieu au XXe siècle et qui se perpétuent encore aujourd'hui. Oui. Il y a eu plusieurs autres photos qui ont été réalisées, bien entendu. Exactement. Il y en a eu à l'occasion des diverses ostensions, en particulier en 1931. Il y a des photos d'excellente qualité qui ont été prises par Henriet et qui font autorité encore aujourd'hui, qui sont encore utilisées non seulement dans la presse et dans l'édition, mais pour des travaux scientifiques également. Oui. Est-ce que l'Église a permis souvent à des scientifiques de pouvoir approcher cette pièce de tissu et de pouvoir l'examiner dans les conditions que les scientifiques réclament? Malheureusement, non. C'est arrivé à très peu de reprises. La seule fois où on peut dire que les scientifiques ont eu accès suffisamment longtemps au linceul remonte à 1978 avec les expériences de l'équipe américaine du STURP, qu'on avait évoqué au début, qui ont eu une dizaine de jours la possibilité de faire des analyses, des prélèvements, de prendre des photographies dans toutes les bandes spectrales. Enfin, ça a été vraiment la campagne, disons, qui a été la plus efficace au point de vue scientifique pendant tout ce XXe siècle. Oui. Alors, on va passer en revue les différents éléments scientifiques, les différentes études qui ont été réalisées. D'abord, commençons par les images qui ont été réalisées de ce linceul de Turin. Qu'est-ce qu'on en tire comme enseignement? Déjà, comme premier enseignement, quand on a une image de qualité de ce linceul. Alors, le premier enseignement, c'est que
lorsque l'on regarde de près l'image, on s'aperçoit qu'en fait, on est en présence d'une double image. Je m'explique. Il y a d'une part les taches de sang, les taches de sueur, de sérum, des différents liquides physiologiques qui ont imprégné le tissu et qui apparaissent en fait en positif. Le sang, par exemple, est de la couleur de sang séché de manière tout à fait normale. Par contre, la double silhouette que l'on évoquait tout à l'heure, avec les détails précis de la flagellation, de la crucifixion, toutes les blessures, la forme du visage, la forme du corps, cette seconde image est-elle un négatif? Et elle n'apparaît pas, elle n'existe pas à l'endroit des taches de sang, ce qui laisserait à penser qu'elle s'est formée après et que le sang, en quelque sorte, a fait écran à la formation de cette image. De plus, cette image, si on la regarde, si on fait un effet de zoom, si on la regarde avec un fort grossissement, on s'aperçoit qu'elle est d'extrêmement haute résolution, est extrêmement précise, extrêmement fine dans ses détails, et elle possède également une planéité parfaite, c'est-à-dire qu'elle n'est pas déformée, donc elle ne peut pas résulter de l'enveloppement du corps, sinon on verrait une déformation quand le drap est tendu. Oui, c'est exact, c'est-à-dire que quand on met un drap sur un bas-relief et ensuite qu'on le remet à plat, c'est déformé, l'image est déformée bien sûr. Et alors que les taches de sang dont je parlais, elles ont été créées vraiment par contact, par enveloppement, et d'ailleurs, quand on les compare leur emplacement par rapport à l'image, on s'aperçoit qu'elles sont en bonne coïncidence avec l'image uniquement vers l'axe médian du corps, et dès qu'on s'éloigne un petit peu sur les côtés, elles se détachent vers l'extérieur. Il y a même des taches qui apparaissent volées et en dehors de la chevelure, si vous voulez, des taches de sang qui paraissent en dehors de la chevelure. Donc ce qui prouve bien qu'il y a eu deux processus différents qui ont donné naissance à ces images, un processus par contact, normal, qui s'explique bien, et l'autre processus qui est plus mystérieux, que l'on ne comprend pas bien, pour la création de cette image de nature optique. On a l'impression, si vous voulez, que le drap tendu s'est comporté en quelque sorte comme une pellicule, impressionné par un rayonnement que l'on ignore, qui a créé cette image. Alors, soyons clairs dès à présent, personne n'a réussi à expliquer comment cette image a pu se former sur cette pièce de lin. Non, il y a eu énormément de gens qui se sont penchés sur la question. Beaucoup d'hypothèses ont été échafaudées, mais aucune n'a donné de résultats tangibles. Et encore aujourd'hui, avec les moyens techniques dont on dispose, personne n'a été capable de reproduire sur un drap de lin une image qui possède toutes les caractéristiques de celle du linceul. Donc on avait évoqué la négativité, l'absence de pigments, toutes ces choses-là. Et il y a d'autres propriétés qui sont tout aussi étranges. Par exemple, cette image, elle est tridimensionnelle. C'est-à-dire ? Ce qui veut dire que si on représente l'intensité de l'image, on porte verticalement l'intensité de l'image pour former une sorte de moulage, une sorte de relief, on voit se recréer le volume du visage et le volume du corps lui-même. Propriété que ne possède pas une photo ou un portrait ordinaire. Oui, vous en savez quelque chose puisque vous êtes un expert en traitement d'image justement. Oui, mais c'est exceptionnel ça de la part d'une image. C'est exceptionnel. Les images, sauf les images de planètes prises dans certaines conditions, permettent de restituer le relief. Autrement, une photo ordinaire ne le permet pas. Donc on ne comprend pas quel est le processus qui a permis de garder cette information du relief. On ne comprend pas comment c'est possible. Il y a également la superficialité de l'image, si vous voulez. Quand on regarde cette image, on s'aperçoit que si on regarde par transparence, on ne voit rien, et il n'y a rien en particulier qui est passé de l'autre côté du drap. C'est-à-dire que l'image n'a pas pénétré dans l'épaisseur du tissu. Elle est uniquement superficielle. Elle ne possède pas non plus de direction privilégiée, ce qui exclut l'hypothèse d'un artiste peintre, par exemple. Oui, d'accord. Indépendamment du fait, on a vu qu'il n'y avait pas de pigments, même le mouvement répétitif du bras et de la main de l'artiste se retrouve sur l'image sous forme de directions privilégiées qui apparaissent sur ce que les spécialistes, nous on appelle ça le spectre de fréquence. On voit des fréquences apparaître. Et pour le sphère, ça ne se fait pas. On ne constate pas ça. Bien. Et enfin, la dernière propriété qui est là, encore la plus étonnante, c'est que si l'on grossit suffisamment le tissu, on s'aperçoit que l'image n'existe pas partout, mais elle est formée en quelque sorte de pixels, exactement comme une image numérique, comme les images de vos appareils photo numériques d'aujourd'hui. Ah bon ? Oui.
entre les points, il n'y a rien. Vous avez des pixels qui sont disjoints, qui ne se touchent pas. Oui. Et c'est la variation de taille et d'intensité de ces pixels qui forme l'image quand on est à une certaine distance, exactement comme une photo de journal, une photo imprimée. Ah oui. Alors pour recréer ça, je vous assure que c'est pas évident. On n'a pas trouvé de procédé pour le refaire. Et puis même en 1260, fallait être sacrément balèze quand même. Fallait être balèze. Je peux pas dire. Ah oui, ça je suis, oui, d'accord. Alors, restons sur l'aspect visuel, si vous le voulez bien. On parlera des taches de sang après, de l'étude des pollens qui a été réalisée, du tissage, parce que évidemment, on s'est intéressé. Bon, ce tissu, s'il date de l'époque du Christ, on doit retrouver des corrélation entre les méthodes de tissage de cette époque-là et la fabrication du tissu, etc. On a pu retrouver le type de métier à tisser qui avait été utilisé. On y reviendra tout à l'heure. Choses comme ça. Oui. Voilà. Alors d'abord, restons dans l'aspect visuel. Ce tissu, je l'ai dit au départ, fait 4,36 m de long sur 1,10 m de large. Bien. Alors, pour bien comprendre, on imagine un corps allongé, ce tissu mis à plat. On pose le corps donc sur le dos, évidemment, sur une partie de ce tissu et on rabat le tissu dessus. Au niveau de la tête. Voilà. On replie au niveau de la tête. Voilà, comme ça. Donc c'est une espèce de U. Le tissu forme une espèce de U et le corps est au milieu. Voilà. On est d'accord. Bien. Donc c'est ce qui a créé cette marque. On voit un corps de face et de dos. Nous sommes d'accord. Alors, dans quelle position est ce corps? Les bras, les jambes, et qu'est-ce qu'on y voit exactement qui peut faire le rapprochement avec quelqu'un qui aurait été crucifié? On trouve d'abord toutes les traces de la flagellation sont parfaitement visibles et on a même pu remonter à l'objet qui était utilisé, qui était un flagrum romain, avec lesté, vous savez, soit d'un osselet, soit de billes métalliques, de manière à rentrer dans la peau. Et on retrouve parfaitement les formes de ce flagrum. On retrouve les traces de la couronne d'épines. On retrouve les clous de la crucifixion. Et les clous, comme vous le disiez au début, sont dans les poignets et non pas dans la main, comme le représente en général l'iconographie. Et on trouve même dans le dos des traces qui laissent penser que le personnage a porté un objet très lourd, vraisemblablement donc la croix. Plus, il faut encore ajouter une blessure au côté droit, bien sûr, qui a été faite après la mort. Avec la lance, évidemment. Avec la lance du légionnaire romain. Et du côté droit, pourquoi? Parce que les légionnaires romains portaient le bouclier à gauche, donc ils avaient l'habitude d'enfoncer l'épée ou l'arme du côté droit. Alors, j'imagine évidemment que des archéologues, des ethnologues se sont penchés sur cette image pour voir si ça correspondait à ce qui se faisait exactement en termes de crucifixion. C'est un peu, je dirais, c'est un peu sordide, mais c'est obligatoire pour voir s'il y a une réelle correspondance. Voilà, et ça correspond parfaitement aux techniques connues des bourreaux romains et des connaissances anatomiques et physiologiques du XXe siècle. C'est ça qui est en plus extrêmement surprenant. Et si on pense qu'au Moyen-Âge, les connaissances de l'Antiquité étaient relativement sommaires et que certainement que ces techniques avaient été oubliées, on imagine difficilement un faussaire qui était capable de recréer tout ça. D'ailleurs, toute l'iconographie représentant le Christ sur la croix le représente avec les clous plantés dans les paumes des mains. Toujours, oui. Alors que, l'expérience montre que ça se déchire. Alors certains aujourd'hui prétendent que non, mais il y a toujours des gens qui contredisent ce que les illustres prédécesseurs ont trouvé. Et alors, également, la cage thoracique présente des déformations spécifiques à ceux qui étaient crucifiés. Pourquoi? Alors, il y a la forme de la cage thoracique distendue qui est la conséquence, si vous voulez, de la mort qui survient par la crucifixion. Et la mort ne survient pas du tout, comme on pourrait le penser, par le fait qu'on enfonce des clous, qu'il y ait des hémorragies ou quoi que ce soit. C'est essentiellement par asphyxie. Le condamné, tentant de se redresser sur ses pieds pour respirer, et puis lorsqu'il est épuisé, il s'effondre, il tombe à nouveau, etc. Donc il y a un mouvement perpétuel de va-et-vient qui distend en plus la cage thoracique.
Et que l'on retrouve, que l'on constate sur cette image que représente le linceul. Parfaitement bien, oui. Ouais. Et alors, une chose également qui est importante, c'est que les soldats romains, pour écourter la mort de quelqu'un, lui brisaient les jambes, c'est-à-dire qu'ils l'empêchaient de pouvoir se redresser et de respirer, et donc là, mourait asphyxié très rapidement. Ce qui n'a pas été le cas sur ce linceul. Ce n'a pas été le cas pour l'homme du linceul, et ce qui corrobore encore une fois les textes dans l'Ancien Testament. Donc il était dit ses os ne seront pas brisés. Et effectivement, il n'a pas eu les jambes brisées. Ouais. Vous restez avec nous, André Marion. Nous allons, à partir de maintenant, entrer un petit peu plus dans les fibres de ce tissu, de ce lin, savoir où est-ce qu'il a été tissé. Est-ce qu'on a pu avoir une idée de la datation du tissage de ce tissu, qui va donner évidemment un élément important. Et nous parlerons également des taches de sang. Et là, attendez-vous à quelque chose d'assez exceptionnel. Vous restez avec nous. Nous parlons du suaire de Turin avec André Marion jusqu'à minuit. Les aventuriers de l'étrange, avec Louis Bénédy sur Sud Radio. Nous parlons du dossier concernant le linceul de Turin et la tunique d'Argenteuil. Nous parlerons de la tunique d'Argenteuil dans quelques minutes et du soudarion d'Oviedo lorsque nous évoquerons les taches du sang, des taches de sang qui sont présentes sur le linceul de Turin. Mais d'abord, André Marion, si vous le voulez bien, parlons du tissu en lui-même. Évidemment, des scientifiques spécialisés dans l'histoire du tissage et l'histoire du tissu lui-même se sont penchés sur cette pièce de lin. Bien entendu. Et la structure du tissu, tout comme le type de métier à tisser utilisé a été établi, a montré qu'il s'agissait vraisemblablement d'un tissage antique des premiers siècles et plus spécialement du Moyen-Orient. Ceci s'est vu également, a été prouvé par l'existence de traces de coton du Moyen-Orient entre les fibres du lin, mais on n'a pas trouvé de traces de laine. Or, il faut savoir qu'il existait une loi judaïque qui interdisait de tisser des fibres d'origine animale et des fibres d'origine végétale sur le même métier. Donc tout ça, ce sont des coïncidences qui sont assez étonnantes. Et il y a la présence d'une couture aussi également. Alors, il y a aussi une couture, effectivement, qui a été découverte récemment. Ça date de 2002, lors de la restauration du linceul, où une spécialiste des tissus anciens a trouvé une couture qu'on trouve rarement en Europe, ou quasiment jamais, qui est très particulière et qui se retrouve sur les tissus provenant de Masada, une ville de Palestine, non loin de la mer Noire, qui a été détruite en 1974 par les Romains. C'est le seul endroit où on trouve ce genre de couture. Oui, donc là encore une pièce à rajouter au dossier. Oh voilà, alors il y a aussi le fait que le lin ait été blanchi après tissage et non pas avant tissage, ce qui fait penser au 1er siècle, alors que cette technique a disparu après, ou quasiment disparu. Et un autre point qui peut paraître un détail, mais qui est extrêmement curieux, si on mesure précisément la dimension de la pièce de tissu qui fait donc 4,36 m de long sur 1,10 m de large, on tombe sur des multiples entiers exacts d'une unité de mesure de longueur qui était la coudée juive qui était utilisée, qui était utilisée à l'époque de Jésus en Palestine. Donc, ça veut dire, à ce moment précis de l'émission où nous en sommes, que le faussaire du Moyen-Âge aurait dû connaître tout cela pour réaliser un faux crédible. Absolument. Et il aurait même rajouté des pollens caractéristiques aussi de la région. Oui, alors, juste, puisque vous en parlez, allons-y. Alors, il y a un scientifique qui a eu la bonne idée avec un rouleau adhésif, en fait, tout simplement. De prélever, de faire des prélèvements sur le suaire. Qui est-il et qu'est-ce qu'il en a tiré comme conclusion et qu'est-ce qu'il a découvert? C'était le directeur de la police scientifique de Zurich, un nommé Frey, qui, avec des rubans de scotch, si vous voulez, a fait des prélèvements de pollen, de poussière qui se trouvait sur le linceul. Et il a fait une classification des différentes plantes qu'il a trouvées. Et il s'est aperçu qu'il trouvait en majorité des plantes de la Palestine, de la Judée, plus spécialement de la région de Jérusalem. Et ce qui est même plus étonnant, de plantes qui sont particulières à la région d'Édesse, dont nous parlions tout à l'heure, au sud-est de la Turquie, où a séjourné donc le fameux Mandylion. Tout ça a été retrouvé.
dans une étude qui malheureusement n'a pas fait l'objet d'une publication dans une revue scientifique, parce que malheureux chercheur est mort avant d'avoir eu le temps de faire sa publication, et elle a été extrêmement controversée par la suite. Beaucoup ont dit que c'était pas possible d'arriver à des conclusions aussi précises. Alors récemment, il faut savoir que je ne sais plus si c'est en 2003, enfin, ou il y a quelques années de cela, l'étude a été reprise par 2 chercheurs israéliens qui se sont procurés chez la veuve de Frey ces fameux rubans, adhésifs, et ils ont repris donc l'étude et ils ont confirmé les résultats de Frey. Donc là, ça devient franchement intéressant. Oui, absolument. Ouais. Alors, parlons maintenant, avant de parler des taches de sang et de l'analyse, évidemment, dont elles ont fait l'objet, je voudrais que vous nous disiez un mot, parce que, enfin, un mot, on a un peu plus que ça, parler du Soudarion d'Oviedo. Oui. Qu'est-ce que c'est? Et Oviedo, c'est en Espagne. Oviedo est une petite ville du nord de l'Espagne, située en 200 km environ de Saint-Jacques-de-Compostelle, et qui possède un certain nombre de reliques, parmi lesquelles il y a dans la cathédrale un linge en tissu de lin également, un linge rectangulaire, qui mesure environ 80 sur 50 cm, et qui est encore couvert de taches de sang. Alors, d'après la tradition, ce linge aurait servi à nettoyer le visage du Christ après la descente de croix. D'accord. Et l'étude en a été faite, et en particulier, on a essayé de voir s'il y avait des points communs, bien entendu, avec le linceul de Turin. D'abord, d'un point de vue purement des emplacements des taches de sang. Et il s'est avéré qu'il y avait une coïncidence remarquable. Et ensuite, des analyses de sang ont été faites qui ont montré que le groupe sanguin trouvé sur le Soudarion d'Oviedo était aussi le groupe AB, comme sur le suaire de Turin. Alors, justement. Coïncidence toujours. Voilà. Alors oui, ça fait un peu beaucoup. Restons un petit peu de temps quand même sur ces taches de sang. Des taches de sang, donc, elles ont été analysées de quelle manière? Parce que un sang vieux quand même, si là, ça date de l'époque du début de notre ère, c'est-à-dire 2000 ans, un peu plus de 2000 ans. Comment est-ce qu'ils ont pu réussir à l'analyser et à trouver le groupe sanguin? Alors ça, il faudrait poser la question. Je ne suis pas du tout un spécialiste du sang. Je ne sais pas quelle est la technique particulière qui a été mise en œuvre, mais les résultats sont tels que on a des choses très précises, en particulier sur la forte teneur de ce sang qui est du sang humain. On a pu établir qu'il s'agissait bien de sang humain. Donc ça, c'est sûr. Voilà, déjà c'est sûr. D'accord. Et qu'il y avait une forte teneur en bilirubine, qui est une substance qui est sécrétée par les gens qui supportent, si vous voulez, des douleurs, des sévices, des tortures, traitements atroces, des tortures, etc. Et on a trouvé que dans ce sang, la proportion de bilirubine était fortement augmentée. Ensuite, les caillots ont également été étudiés d'un point de vue visuel, la forme de ces caillots, la manière dont ils étaient rétractés, et on a pu établir que le corps a dû être en contact avec le drap pendant seulement 30 à 40 heures. Et pas davantage. Pourquoi? Parce qu'après ce délai, se produit un phénomène qu'on appelle la fibrinolyse, c'est-à-dire la redissolution des caillots, et à ce moment-là, on aurait dû trouver des taches extrêmement floues, comme un buvard, si vous voulez, qui boit de l'encre. Alors que là, les caillots ont une forme particulièrement nette. Alors si on ajoute à cela qu'il n'y a aucune trace de décomposition du corps, aucune trace d'arrachement, que le temps correspond encore à ce que disent les évangiles. C'est-à-dire que Jésus serait resté dans le tombeau 3 jours avant de ressusciter. Exactement, on retrouve le délai des 3 jours. Oui. Jusque-là, tout ça fait des choses quand même extrêmement troublantes. Mais est-on sûr de l'origine du Soudarion d'Oviedo? Parce que vous vous êtes penché, évidemment, sur son parcours historique. Oui, alors son parcours historique permet de remonter jusqu'avant l'an 614. Je crois qu'avant, les traces c'est quelque chose d'extrêmement hasardeux. Mais jusqu'en 614, ça correspond, et on a même les spécialistes ont pu retracer le trajet qu'il a emprunté par l'Afrique du Nord pour venir de Palestine jusqu'au nord de l'Espagne.
Et le groupe sanguin, donc, qu'il y a présent sur ce soudarion d'Oviedo, qui est un tissu qui aurait servi à essuyer le visage du Christ à la descente de la croix, et le groupe sanguin qui est présent sur le linceul, ça vous le certifiez, est le même. Ah, c'est la même chose. C'est le groupe AB. Et sur la tunique d'Argenteuil également. Oui. Donc il y a une coïncidence entre trois reliques là, qui devient extrêmement importante à mettre en évidence. Oui. Mais alors, dites-moi, parce que là, vous avez cité, là, en ce qui concerne l'étude des pollens, un membre de la police scientifique qui s'était intéressé donc au suaire de Turin. Oui. Est-ce qu'il n'est pas possible, avec nos connaissances actuelles, je pense à l'ADN, évidemment, vous me voyez venir, est-ce qu'il n'est pas possible de comparer les ADN à ce moment-là? Bah écoutez, c'est quelque chose qui est en cours d'élaboration. Pour tout dire, nous avons commencé, mon co-auteur étant généticien, un spécialiste généticien, il s'est intéressé pour la tunique d'Argenteuil à l'étude du sang de cette tunique. Et les résultats qu'il a trouvés sont donc extrêmement intéressants, puisqu'il a pu commencer à faire l'empreinte ADN qui correspond donc au personnage qui a porté cette tunique avec entre une quinzaine et une vingtaine de marqueurs, ce qui correspond déjà à une précision excellente, puisque pour que ce soit l'effet du hasard de retrouver le même ADN chez un autre individu, la probabilité n'est que de 1 chance sur 10 à 20 milliards, vous voyez. Donc on en est à ce niveau de précision maintenant. Mais est-ce que les prélèvements qui ont servi à analyser le groupe sanguin du personnage qui a été enveloppé dans le linceul de Turin ou qui a été essuyé avec le soudarion d'Oviedo, est-ce que ces prélèvements suffisent à en déduire un ADN ou il faut faire d'autres prélèvements? Pour l'instant, les prélèvements dont on dispose pour la tunique d'Argenteuil semblent suffisants. En ce qui concerne le linceul, on a des prélèvements qui sont ceux qui ont été faits dans les années 78 ou 88. Il y a des morceaux qui datent de la datation en carbone 14, mais qui ne sont pas, si vous voulez, il y a une petite difficulté là, en ce sens que l'Église n'a pas reconnu comme étant des échantillons officiels ce qui a été analysé. Donc on ne peut pas en faire état officiellement, bien que la probabilité que ces échantillons soient authentiques et qu'il ne s'agisse pas d'une substitution frauduleuse ou d'une opération quelconque, la probabilité est très grande. Donc on est sûr qu'il s'agit bien d'éléments du suaire de Turin, mais ce n'est pas possible de dire qu'il s'agit d'échantillons officiels certifiés par l'Église. Voilà quel est le problème actuellement. Oui, d'accord. Mais à ce moment-là, pourquoi est-ce que l'Église refuse, du moins jusqu'à maintenant, parce que je suppose qu'il doit y avoir des demandes multiples, émanant même de laboratoires très connus et tout à fait habilités, je veux dire reconnus pour leur probité, leur honnêteté intellectuelle, etc. Pourquoi est-ce que l'Église refuserait à ces scientifiques l'accès au suaire de Turin? Je crois que l'Église est toujours très prudente encore aujourd'hui en ce qui concerne les reliques. Et c'est un sujet qu'elle n'aime pas trop aborder. Les conséquences peuvent être extrêmement graves à tous les niveaux. Donc je pense c'est quelque chose qui se fait, mais on ne le dit pas trop. Très bien. André Marion, une pause et on revient dans quelques minutes pour parler plus en détail de la deuxième partie de votre livre, La tunique d'Argenteuil, où vous avez pu, là, avoir, si je puis me permettre, les coups des franges pour pouvoir l'examiner et procéder à des observations scientifiques tout à fait intéressantes. Les aventuriers de l'étrange, avec Louis Bénédy sur Sud Radio. Si après cette émission vous voulez poursuivre dans ce dossier concernant le linceul de Turin et la tunique d'Argenteuil, je vous invite à découvrir le livre qu'a écrit mon invité, le professeur André Marion, avec le professeur Gérard Lucotte. C'est aux presses de la Renaissance et ça s'intitule tout simplement Le linceul de Turin et la tunique d'Argenteuil, le point sur l'enquête. Professeur André Marion, parlons maintenant de la tunique d'Argenteuil qui est à Paris, elle. Oui, elle est curieusement, c'est une relique
d'importance, qui est beaucoup moins connu, Oui, c'est vrai. qui ne fait pas l'objet de battage médiatique important, comme le linceul de Turin. Il s'agirait donc du vêtement que portait à même la peau le Christ lors de la montée au calvaire. D'accord, oui. Et elle est conservée à Argenteuil depuis 1150. La date la plus ancienne où on la voit apparaître, avec certitude, c'est 1150, où on la découvre cachée dans un mur de l'église du monastère des Bénédictins, avec 2 lettres d'authentification qui attestent qu'il s'agit donc de la tunique de Jésus. Quel est le crédit que l'on peut accorder à ces lettres d'authentification? Parce que j'imagine qu'en tant qu'enquêteur, historien, vous avez commencé par là. Alors, ces lettres d'authentification, bien sûr, le gros problème, c'est qu'elles ont disparu. On n'a plus que des copies, déjà. Oui. Elles ont disparu au cours du XXe siècle. Et il y avait également une charte qui décrivait la cérémonie qui a suivi la découverte de la tunique, charte dite de 1156, qui a été longtemps considérée comme douteuse, de l'authenticité a longtemps été considérée comme douteuse, bien qu'aujourd'hui la majorité des historiens penchent pour le fait qu'elle soit véritable, et que donc par conséquent elle relate l'histoire vraie, si vous voulez, que la tradition a toujours portée pour cette tunique. Oui. Elle fait quelle taille cette tunique? Décrivez-la nous. C'est un vêtement qui mesure à peu près 90 cm de haut sur 80 de large, en comptant les manches. Ce serait, si vous voulez, la chemise portée à même la peau. Oui. Mais elle est dans un état lamentable, en ce sens qu'elle est extrêmement abîmée. Elle était très abîmée par le temps. Elle est complètement trouée, il manque des morceaux partout, et il n'y a pratiquement que le dos qui soit exploitable. Le devant a été pratiquement perdu. Pourquoi? Elle a subi beaucoup de vicissitudes au cours de son histoire. Elle a été sauvée une première fois pendant les guerres de religion. Ensuite, elle a été sauvée pendant la Révolution française par l'abbé Ozet, qui était le curé de l'époque à Argenteuil, et qui, pour la préserver, a eu l'idée de la couper en morceaux, vous voyez. Donc il a donné quelques morceaux à des paroissiens, il en a caché quelques-uns dans le jardin du presbytère, et 3 ont été envoyés à Lompont-sur-Orge, dans la banlieue parisienne, et moi-même j'ai eu l'occasion de retrouver ces morceaux, de les authentifier, comme faisant bien partie du vêtement d'Argenteuil. Mais toujours est-il qu'il en manque un certain nombre de morceaux n'ont jamais été retrouvés. Et lors de la reconstitution du vêtement en 1892, on a pu recréer en fait que le dos, qui est pratiquement intact, mais il n'y a plus rien sur le devant. Oui. Donc, on imagine l'état effectivement dans un triste état. Oui, tout à fait. Et alors, qu'est-ce qu'on voit sur cette tunique qui permet de faire une étude intéressante? Alors, contrairement au linceul de Turin, il n'y a pas d'image. D'accord. C'est simplement un vêtement qui porte des marques roussâtres qui ont fait penser à des taches de sang, qui vraisemblablement correspondent aux blessures de la flagellation qui ont été rouvertes par le portement de croix, et donc le vêtement, toute la partie dorsale que l'on peut analyser est imbibée de sang, bien que l'on prétende aujourd'hui qu'il n'y a pas de sang. Oui, c'est assez curieux parce qu'on retrouve un peu le même processus pour Argenteuil que pour Turin. Les gens qui prétendent que Turin est un faux s'appuient d'abord sur une analyse erronée des pigments, alors qu'il n'y a pas de pigments, et sur une datation approximative au carbone 14. On retrouve le même processus sur Argenteuil, en ce sens que beaucoup affirment aujourd'hui qu'il n'y aurait pas une trace de sang sur la tunique, ce qui est évidemment complètement faux. Nous avons eu l'occasion nous-mêmes de nous en rendre compte, et nous avons fait des analyses de ce sang. Et ça s'appuie aussi sur une nouvelle datation au carbone 14, qui, elle aussi, à mon avis, est totalement fantaisiste. Donc, c'est assez curieux de faire le parallèle.
Mhm. Et est-ce que vous avez eu l'occasion, vous, de faire une analyse au carbone 14 ou alors est-ce que c'est trop onéreux? Non, nous l'avons faite, puisque nous avons pu récupérer. Il y a eu des études qui ont été initiées en 2003 par le sous-préfet d'Argenteuil, Oui. Qui a, sous sa responsabilité, décidé de faire une étude du tissu par des spécialistes des tissus anciens et par des gens du laboratoire de recherche des monuments historiques. Oui. En même temps, il avait été décidé en 2003 de faire une analyse au carbone 14, une datation au carbone 14. Mhm. Et nous avons pu récupérer un des échantillons qui était destiné à la datation et que le centre d'études nucléaires de Saclay n'a pas utilisé. Et sur ce morceau, il y avait en particulier des taches de sang, on pourra en reparler, mais ce qui est intéressant, c'est que nous avons dit, écoutez, on va essayer de refaire par d'autres moyens une datation en nous adressant à d'autres laboratoires. Oui. Alors... Et c'est là qu'on a trouvé une différence dans les dates qui dépasse 2 siècles, ce qui est quand même assez énorme, je trouve, et qui en dit long sur la validité de la méthode que l'on présente toujours comme une méthode totalement infaillible. Oui. Et vous, qu'avez-vous trouvé comme datation approximative qui vous semble a priori crédible? Ou alors la fourchette est vraiment trop large et on ne peut pas s'y fier? La fourchette... Bon, déjà 2 siècles, bon, c'est... si vous voulez, on a 2 courbes. Les laboratoires donnent les datations sous forme de courbes, avec donc un point moyen, une largeur pour la fourchette, avec une largeur qui correspond à un certain taux d'erreur, ou plutôt, disons, à une probabilité que l'on se trouve bien qu'on ait bien le bon résultat. Alors, si on regarde les courbes données d'une part par le CEA, d'autre part par la firme privée auquel nous nous sommes adressés, les 2 courbes ne coïncident pas. Elles se recoupent aux alentours de l'an 675. D'accord ? Donc, pour les gens du CEA, la probabilité que le vêtement d'Argenteuil soit antérieur à cette date est d'environ 99,9%, ce qui correspond à une quasi-certitude, tandis que pour l'autre firme, au contraire, cette probabilité est infime. Elle est de 0,135%. Donc vous voyez comment peut-on s'y retrouver? Qu'est-ce que l'on peut déduire de 2 mesures qui sont totalement contradictoires, faites, je répète, j'insiste là-dessus, sur le même échantillon, prélevé au même endroit du vêtement, et qui a subi la même procédure de nettoyage. Donc voilà. Voilà où nous en sommes. Et en ce qui concerne donc cette tache de sang, vous l'avez analysée et vous avez trouvé qu'il appartenait à un groupe qui est très rare, 5% de la population, je le rappelle, le groupe AB. Voilà, alors il y a eu des analyses de sang de fait qui ont confirmé d'abord celles qu'avaient fait nos prédécesseurs dès la fin du XIXe siècle. Il y avait des analyses faites par des pharmaciens, Lafont et Roussel, qui étaient remarquables et qui ont été confirmées, et le groupe sanguin était le groupe AB. Et nous avons profité également de cette possibilité pour faire une cartographie précise des taches de sang. Et vous voyez, l'idée que nous avions, c'était de voir s'il y avait une coïncidence entre l'emplacement des taches de sang sur le vêtement d'Argenteuil et l'emplacement des blessures que l'on voit dans le dos de l'image dorsale, si vous voulez, du linceul de Turin. Oui. D'ailleurs, vous l'avez photographié, et vous l'avez illustré pour qu'on comprenne bien. Ça a été illustré, tout ça, oui. Alors, finalement, vos conclusions là-dessus? Les conclusions, c'est que la coïncidence est remarquable, sauf un groupe de taches que l'on ne retrouve pas au niveau précisément de la fesse droite. Toutes les autres taches coïncident parfaitement entre le vêtement et le linceul. Et pour faire cela, nous avons utilisé un modèle géométrique, si vous voulez, de déformation, pour la bonne raison que la tunique, telle qu'elle est conservée, elle est présentée à plat, tendue, avec les manches, si vous voulez, dans le prolongement l'une de l'autre. Donc, ça ne coïncide pas avec la forme et l'échelle, si vous voulez, du dos du linceul de Turin. Donc, nous avons fait un modèle qui a pour adapter en quelque sorte la forme du vêtement à la morphologie de l'homme du linceul. Et lorsqu'on fait ça, on s'aperçoit que ça coïncide parfaitement. C'est extrêmement troublant quand même. C'est très troublant, encore une fois, oui.
Oui, oui, oui. Et alors, autre chose, puisqu'il faut que nous en parlions, lors de l'étude du linceul de Turin, j'ai trouvé ça fascinant, il y a des textes qui sont apparus sur le linceul lui-même. Sur le linceul des inscriptions, lui-même, autour du visage. Oui. Alors ça, c'est une affaire qui remonte en fait aux années 1980, où des chercheurs italiens avaient cru déceler la présence de mots grecs, de mots latins et même de mots hébraïques, écrits autour du visage. Mm-hmm. Mais c'était pas très net, et avec les moyens de l'époque, ils n'avaient pas pu en savoir davantage. Alors ce problème, nous l'avons repris, nous, à partir de 1994, à l'Institut d'optique d'Orsay, où je travaillais à cette époque, avec des moyens en matériel, si vous voulez, de scan d'images et en logiciel de traitement, qui étaient des moyens très performants. Donc ça nous a permis de faire ressortir des bribes d'inscription, des morceaux de mots. Nous, on a vu du latin et du grec, on n'a pas vu d'hébraïque, mais je pense que c'est une étude qui est prolongée en ce moment, qui se continue avec d'autres chercheurs, on pourra en reparler. Mais pour le latin et le grec, c'était quand même relativement assez net. Et on a mis en évidence des phrases du genre « in necamibis », qui veut dire tu iras à la mort, tu es condamné à mort. On voit apparaître aussi le mot latin nazarenus, le nazaréen. On voit du grec, Jesus, Jésus en grec. Enfin, toutes sortes de choses qui corroborent en quelque sorte l'appartenance de ce linceul au personnage de Jésus de Nazareth. Oui. Mais qui aurait écrit ces inscriptions, qui aurait fait ces inscriptions, et de quand datent-elles, et avec quoi ont-elles été écrites? Alors voilà, votre question est très intéressante parce que on est tombé là encore sur quelque chose de surprenant. On ne s'y attendait pas. Et on a cru que les inscriptions, évidemment, avaient été faites avec de l'encre, des pigments, encore une fois. Eh ben non. Elles appartiennent, si vous voulez, à l'image corporelle dont on parlait tout à l'heure, image optique parfaitement plane, et elles font partie de cette image. C'est un peu comme si vous voulez, on pourrait imaginer par exemple des écriteaux qui auraient été placés sur le corps avec l'identité du défunt, Jésus, le Nazaréen, etc. Et que ces écriteaux aient fait partie du processus photographique dans l'ensemble. C'est-à-dire que se sont imprimés en même temps que l'image du corps. Donc il n'y a pas de matière, une fois de plus. Il n'y a pas de pigment, il n'y a rien. On ne sait pas qui, dans quel but ça a été fait. Et ça a dû, en plus, être très ancien, parce que toutes les représentations, les descriptions du linceul plus récentes, personne n'a jamais mentionné la présence de ces inscriptions, ce qui laisse à penser qu'elles devaient déjà être effacées. Elles devaient être des inscriptions très faibles, et il a fallu attendre les techniques du traitement numérique des images pour pouvoir les faire ressortir. Oui, c'est très surprenant. C'est très surprenant. Ah oui, effectivement. Alors, une nouvelle pause, professeur André Marion, et ensuite je vous demanderai de nous livrer vos conclusions. Vous nous direz un petit peu ce que vous en pensez, après avoir travaillé durant tant d'années sur l'étude de ce linceul du Turin, sur le Soudarion d'Oviedo, sur le linge d'Argenteuil. Quelles sont vos conclusions, et on passera ensuite la parole à nos auditeurs et auditrices qui ont envie d'apporter évidemment leurs commentaires, peut-être vous poser des questions, soit par SMS, puisqu'il y a plusieurs SMS qui sont arrivés. Il y a Thierry qui nous appelle de Sainte-Marie, qui interviendra tout à l'heure. Vous pouvez vous aussi intervenir dans cette émission. Morad est au standard pour recueillir vos appels. Vous appelez le 0826 300 300, ou alors, si vous préférez passer par le SMS, vous tapez Sud sur votre portable, vous laissez un espace, vous rédigez votre question, votre réaction, votre commentaire, et vous envoyez le tout au 71 200, ça arrive sur l'écran qui est juste sous mes yeux. Les aventuriers de l'étrange.
avec Louis Bénédy sur Sud Radio. Cela fait maintenant 1h15 que nous avons le plaisir de découvrir le résultat des différentes recherches scientifiques concernant le linceul de Turin et de la tunique d'Argenteuil, ainsi que du Sudarion d'Oviedo en Espagne, avec le professeur André Marion, qui est le co-auteur avec le professeur Gérard Lucotte, aux presses de la Renaissance, d'un livre passionnant sur ce dossier, donc qui s'intitule, je vous le rappelle, Le linceul de Turin et la tunique d'Argenteuil, le point sur l'enquête. Professeur André Marion, est arrivé maintenant, j'ai l'impression de m'adresser soit à l'avocat de la défense, soit au procureur de la République. Alors, vos conclusions, vous, en tant que maintenant expert en ce qui concerne ce linceul de Turin, vos conclusions iraient dans quel sens? La première conclusion qui ressort de tous les travaux qui ont été effectués sur les trois linges en question, particulièrement le linceul et la tunique, montre à l'évidence que un seul et même homme c'est ça qui est extrêmement important, a dû saigner dans ces trois linges et laisser son empreinte. Oui. Alors, je ne dis pas a priori qu'il s'agisse effectivement du Jésus de Nazareth des évangiles, mais tous les résultats des analyses prouvent aujourd'hui qu'il s'agit du même individu qui a subi, bien évidemment, la passion du Christ décrite dans les évangiles, tous les mauvais traitements qui sont décrits dans les textes, qui a subi véritablement la passion du Christ. Oui. Donc, voilà la première chose. Ce qui est déjà bon. Alors, je pense que c'est extrêmement important. Oui. À partir de là, si on veut rentrer davantage dans les détails, on retrouve également, par exemple au niveau de la tunique d'Argenteuil, on retrouve des conclusions que l'on avait déjà sur le linceul, en particulier en ce qui concerne l'analyse du sang, où on a trouvé des milliers de globules rouges bien conservés, où on a retrouvé des cristaux d'urée qui indiquent la présence de sueur, quelques globules blancs qui ont permis de faire l'analyse ADN, et ce qui est curieux également, parmi les nombreux globules rouges, beaucoup sont de forme anormale, soit de volume trop réduit, soit de forme complètement abîmée, si vous voulez, qui font penser, qui rappellent, qui serait la marque, si vous voulez, d'une intense situation traumatique. Donc on retrouve un petit peu ce qu'on avait déjà vu sur le linceul à propos de la présence de la bilirubine. Tout ça se confirme. Cette substance sécrétée par le corps humain quand il souffre trop. Voilà. Le groupe sanguin AB, bien entendu, a été vérifié. Au niveau des globules blancs, on a des cellules de peau, poils, cheveux, etc. Le professeur Lucotte a pu extraire suffisamment d'ADN pour avoir un certain nombre de conclusions intéressantes. Qu'il s'agit d'un seul individu, il n'y a pas de mélange d'individus, ce qui est important. Cet individu serait, d'après les conclusions qu'il a obtenues, un juif du Moyen-Orient, de sexe masculin. Autre chose également qui est quand même un scoop, c'est que il y a la présence du chromosome Y du père dans la formule. D'après ce qu'il m'a dit également, les yeux clairs et l'identité de l'empreinte avec ce qui a été découvert de l'empreinte qui a été faite sur l'échantillon du linceul de Turin. Donc ce serait le même homme. Voilà où on en est. Vous voyez, on a fait des grands pas en avant dans l'enquête. Oui. Mais alors, la question c'est, physiquement, cet homme qui a subi la passion du Christ ressemblait à quoi? Taille, poids, je veux dire, vous voyez... Oui, la taille, elle a été mesurée avec assez de précision à partir de l'image du linceul. Et on trouve 1m80, je pense. 1m78 et 1m80, donc un homme grand, assez corpulent, cheveux longs, barbe bifide. Alors, d'après les résultats récents, il aurait en plus des yeux clairs. Teint mat, etc. On arrive à un portrait robot qui est assez précis. C'est fascinant. Et qui corrobore pas mal d'idées sur la question et de représentations traditionnelles de Jésus de Nazareth.
Oui, c'est très fascinant, effectivement. Ouais. Mais alors, maintenant, là, on a dit c'était un homme qui avait été flagellé, qui avait coiffé une couronne d'épines, qui avait Oui. porté un objet lourd sur l'épaule, qui a subi différentes blessures et qui a été crucifié enfin pour terminer. Oui. Donc là, voilà ce qu'on peut dire, on va pas dire avec quasi-certitude, mais avec de fortes présomptions. Et avec de fortes présomptions, on peut même préciser que l'objet lourd dont vous parlez Oui. était vraisemblablement une croix. Alors là, c'est pareil, on soulève encore un problème, parce que la majorité des historiens ont toujours pensé et répété que les condamnés à la crucifixion devaient porter sur le lieu de leur supplice, non pas la croix tout entière qui était vraisemblablement beaucoup trop lourde, mais ils portaient que la poutre transversale qu'on appelait le patibulum. Oui. Et le traitement d'image de l'image dorsale de la tunique d'Argenteuil a permis de montrer que très vraisemblablement l'homme de la tunique a lui porté la croix tout entière. Donc il aurait subi un traitement de faveur, quoi. particulier. Oui, oui. Et là encore, ça recoupe les textes, puisque si on se souvient de ce que dit Jean, je crois que c'est Jean ou Marc, je ne sais plus, qui parle de Simon de Cyrène, le soldat romain a été obligé de réquisitionner en quelque sorte Simon de Cyrène pour aider Jésus à porter sa croix parce qu'elle était trop lourde. Donc tout ça, ça va dans le même sens. Oui. Mais alors, dites-moi, quel est le taux de probabilité pour que cet homme que vous nous décrivez soit ou ne soit pas le Jésus de Nazareth, le Jésus-Christ finalement, Jésus-Christ? Bon, c'est difficile de donner un chiffre précis, mais je crois que tous les éléments qu'on a rassemblés vont quasiment dans le même sens. Et la probabilité que ce ne soit pas Jésus de Nazareth est extrêmement faible. Ouais. Je crois qu'on peut arriver à ça comme conclusion. Mais dites-moi, là, il y a un SMS qui est arrivé tout à l'heure, qui nous dit la chose suivante. Bonsoir, si le suaire de Turin est parfaitement authentique, qui aurait intérêt à dire que c'est un faux? Voilà une question qu'elle est bonne. Oui, voilà une question qui dépasse un peu mes compétences, j'avoue. Oui. Non, mais je veux dire, philosophiquement, pourquoi, parce qu'il y a un grand scientifique qui était totalement athée d'ailleurs, qui s'était penché sur, vous le citez dans votre livre, qui s'était penché sur le linceul de Turin et qui avait communiqué devant ses pairs de l'Académie des sciences en disant, écoutez, moi je pense que c'est effectivement le linceul qui a servi à envelopper le corps de Jésus de Nazareth. Ça, et le secrétaire de l'Académie de l'époque, qui était Marcelin Berthelot, l'avait censuré. Oui, avait interdit que son article soit publié dans la revue scientifique. Donc il y a des gens qui sont contre systématiquement. Bon, il y a bien évidemment les anticléricaux traditionnels, mais bon, il y a beaucoup de gens que ça dérange que l'on fasse la lumière sur ce genre de choses. Il vaut mieux garder dans ce genre de propos un flou artistique. Mais ça en arrange beaucoup. Oui, mais je veux dire par là, si des études scientifiques apportent la preuve de l'existence du Christ, en quoi est-ce que cela est-il révolutionnaire? Prouver l'existence de Jésus de Nazareth, je crois que ça n'a rien de révolutionnaire, en ce sens que c'est un personnage dont l'existence historique a toujours été établie. Oui. Donc, ce qui est révolutionnaire, c'est qu'on montrerait en quelque sorte preuves à l'appui que ce que dit la tradition, ça correspond à une réalité. Oui. Ça n'était pas évident. Oui. Et que la passion du Christ était une réalité. Était une réalité. Oui. Donc ça peut déplaire à beaucoup de gens, en particulier on peut imaginer que ça ne fait pas plaisir aux concurrents d'autres religions, par exemple. Peut-être. C'est un sujet scabreux. Oui, non, mais peut-être, mais les musulmans reconnaissent le Christ comme étant un des prophètes majeurs. Également, donc, bien sûr. voilà. En tant que prophète, oui. Oui, tout à fait. Bon, écoutez, je vous propose d'accueillir Thierry qui nous appelle de Sainte-Marie et qui aimerait réagir concernant ce dossier, le linceul de Turin. Bonsoir Thierry. Bonsoir. Bonsoir Thierry. Bonsoir André. Bonsoir Louis Bénédit. Pardon, je suis un peu ému là parce que je suis en train de vous écouter à la radio et je suis très très content qu'on puisse entendre enfin la vérité. Il y a un petit truc qui me dérange un petit peu, c'est de savoir que
on ne dit pas pourquoi exactement l'Église ne veut pas reconnaître la véracité du linceul de Turin et toutes les autres choses qui sont en la possession d'autres personnes dont on ne peut pas citer les noms parce que ça les mettrait en danger. Je pense qu'il faudrait poser la question aux gens concernés, c'est-à-dire aux responsables de l'hiérarchie de l'Église. Moi, voilà, moi, je suis scientifique, je suis mal placé, ce n'est pas du tout... je ne sais pas quoi dire dans ce domaine, vous voyez. Oui. Enfin, moi, je vais vous dire ce que j'en pense personnellement. Je pense que Jésus ne représente pas du tout l'Église d'aujourd'hui et que cette Église-là, justement, veut cacher la vérité sur la véracité de ce qu'elle a dans ses mains parce que c'est une bombe. C'est très, très dangereux parce que vous, les scientifiques à l'heure actuelle, certains qui sont très malhonnêtes et mal intentionnés, désiraient cloner le Christ. Nous l'avons entendu, cela. On a beaucoup parlé, oui. Ça, justement, alors, Thierry, donc justement... c'est un affolement général. Oui. Attendez, là, juste une pause, mon cher Thierry. Professeur Marion, je suppose que vous n'allez pas pouvoir répondre parce que vous n'êtes pas généticien, mais on ne peut pas cloner à partir de cellules mortes, je crois. C'est clair, ça. Le clonage du Christ reste de l'ordre du fantasme pur et simple. Et donc, ça n'est absolument pas réalisable, point. Je crois que là, il faut... Oui, je crois qu'il faut faire la part des choses entre le roman, les romans d'anticipation, la science-fiction et la science réelle. Oui. Donc, très joli roman au demeurant, c'est Didier von Covelart qui a fait exactement, ce... Voilà, mais là, on reste dans le domaine du romanesque et du scientifiquement totalement impossible. Parce qu'il y a certaines sectes qui prétendent ce genre de choses. Donc là, il faut couper court à ce genre de discours, évidemment. Là, vous êtes d'accord avec moi, professeur Marion? Tout à fait. Bon, Thierry, vous parliez d'autres objets que l'Église aurait. De quel type d'objet à quel type d'objet faites-vous référence, je veux dire? À des documents, documents sacrés. Voilà. Des documents qui sont cachés parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'Église ne représente pas l'Église de Jésus. Jésus était un homme bon, généreux et qui ne cherchait pas à faire du profit. D'ailleurs, lui-même le dit et dans tous les textes, même les livres en araméen, aimez-vous les uns les autres et vivez dans la paix et dans la joie. L'Église... Notre Église d'aujourd'hui nous montre des hommes qui tiennent des croix dans les mains ou qui les portent et qui sont aussi malfaisants que n'importe quel bandit de grand chemin. Ça n'engage que moi. Oui, tout à fait, c'est ce que j'allais dire. Je peux vous dire que le Vatican est un État dans l'État et que c'est de l'argent à profusion. Nous avons eu un exemple, je crois que c'était Mère Teresa qui avait demandé au pape à l'époque, en lui disant « Donnez-moi une partie du Vatican pour que je nourrisse tous les enfants du monde », il lui a ri au nez. Donc vous voyez un peu ce que ça dénote par la suite. Voilà. Merci Thierry en tout cas pour votre intervention. Thierry qui nous appelait de Sainte-Marie. Je vous invite à venir nous rejoindre également et participer à cette conversation. 0826 300 300. Morad est au standard pour recueillir vos appels. André Marion, on peut dire que vraiment cette relique suscite encore les passions, vous le voyez. Tout à fait, oui. Je suppose que quelles ont été les réactions que vous avez eues lorsque ce livre est sorti? Lorsque le premier livre est sorti, maintenant les gens sont un peu habitués depuis des années que je travaille sur le sujet, mais le premier livre, effectivement, a créé un certain nombre de remous, aussi bien dans les milieux scientifiques que dans les milieux ecclésiastiques. Maintenant, les choses se sont un peu tassées et on arrive à une position d'équilibre qui est ce qu'elle est. On est obligé... je ne voudrais pas dire que la science rend service à l'Église ou quoi que ce soit, mais on arrive à des vérités qui sont établies et il faut faire avec. Vous restez avec nous, André Marion. Il y a 2 autres SMS qui viennent d'arriver, 2 questions que j'aimerais vous poser dans quelques minutes. Et puis, si vous voulez participer à cette conversation, vous êtes les bienvenus, comme Thierry tout à l'heure. Vous nous appelez au 0826 300 300 ou vous nous envoyez des SMS. Vous tapez Sud sur votre portable, vous laissez un espace, vous rédigez votre question ou votre réaction et vous envoyez le tout au 71 200. Ça arrivera directement sur l'écran que j'ai sous les yeux. Une question donc tout à l'heure de
de Geneviève qui nous envoie un SMS de Cahors, et puis Emmanuel qui demande des précisions concernant des travaux de Barbet, dont je ne sais pas, enfin là je vais demander ça, des travaux de Barbet sur le linceul de Turin. Je demanderai ça tout à l'heure au professeur André Marion qui est mon invité ce soir. Et puis après, avant de refermer cette émission, Pierre Macias viendra nous rejoindre pour nous parler de un livre et d'un DVD qui viennent de sortir, qui sont à mon avis tout à fait intéressants. Les aventuriers de l'étrange, avec Louis Bénédy sur Sud Radio. Et mon invité, le professeur André Marion, qui est l'auteur avec le professeur Gérard Lucotte de ce livre tout à fait intéressant, paru aux presses de la Renaissance, qui s'intitule Le linceul de Turin et la tunique d'Argenteuil, le point sur l'enquête. Professeur André Marion, est-ce que vous avez eu connaissance, alors c'est une question d'une auditrice qui est arrivée par SMS, Emmanuel, donc, qui demande si vous êtes au courant des travaux de Barbet, B-A-R-B-E-Y, sur le linceul. Oui, tout à fait. Ce sont des travaux qui remontent aux années 1930 à 1950 et qui ont été les travaux les plus importants effectués au point de vue médical et anatomique à partir de l'image du linceul de Turin. Oui. Et Barbet, à l'époque, avait tiré un certain nombre de conclusions remarquables qui sont toujours d'actualité aujourd'hui. En particulier le fait que la crucifixion ait eu lieu avec 2 clous, un dans chaque poignet et non pas dans les paumes, et un seul clou pour les mains. Ouais. Pour les pieds, il a montré par des expériences qu'il a réalisées lui-même qu'il était impossible de crucifier un homme en plaçant les clous dans les paumes, car sous le poids du corps, le condamné chutait. Ouais. Alors l'opération, au contraire, est aisée si on enfonce les clous. Dans les poignets, il y a un espace anatomique appelé espace de Desto qui assure une prise solide. Ouais. Et ce fait devait être évidemment bien connu des bourreaux romains. Oui, parce qu'ils en ont crucifié un sacré paquet. Qui étaient experts en la matière. Alors, une chose de plus d'ailleurs intéressante, c'est que la crucifixion dans l'espace de Desto provoque un phénomène réflexe parce que le clou abîme, excite, si vous voulez, le nerf médian, ce qui entraîne la rétraction des pouces à l'intérieur de la main. Et c'est ce qu'on observe sur l'image du linceul, Oui. où on ne voit que 4 doigts et non pas 5. Exact, on ne voit pas les pouces, oui. Alors, pour le pied, par contre, il y a un seul clou qui a été utilisé, et il est remarquable également de dire que c'est très récent. Le docteur Mera, lui, a complété les travaux de Barbet au niveau du pied, et il a montré qu'il existait un emplacement jouant pour le pied le même rôle que l'espace de Desto. Ouais. Voilà. Très bien. Il y a un autre SMS qui nous est arrivé également, cette fois-ci de Christelle, qui a 15 ans, qui nous écoute dans le 46 et qui nous dit bravo à vous, merci, et qui pose cette question: comment se fait-il que chaque élément, donc le suaire de Turin, le soudarion, c'est-à-dire ce linge qui a servi à essuyer le visage du Christ, ou la tunique, soit dispersé dans différents pays d'Europe? Je crois qu'historiquement, il faut remonter, bien entendu, après la crucifixion, où les soldats se sont partagés les vêtements, etc. Vous savez qu'il y avait une coutume à l'époque que les soldats se servaient sur des pouilles du condamné, ces vêtements, les revendaient pour avoir de l'argent, etc. Donc il est vraisemblable qu'ils ont revendu les vêtements de Jésus, certainement soit à la famille, soit aux apôtres, et ils se sont trouvés dispersés à droite et à gauche, d'autant plus que les premiers siècles ont vu les persécutions que l'on connaît des chrétiens, et qu'ils ont dû être cachés un certain temps avant de voyager par différentes routes et se retrouver, certains par Constantinople, d'autres par l'Afrique du Nord, soit en France, puis en Italie, soit en Espagne. Enfin bon, moi ça me semble assez logique que les choses se soient passées comme ça. Oui. Est-ce que vous avez entendu parler d'autres reliques relatifs directement liées au Christ? On parle de beaucoup de choses, oui, des sandales, on parle même du prépuce du Christ, il y aurait des reliques, mais bon, il y a eu tellement de reliques fausses qui ont circulé, surtout à l'époque du Moyen-Âge. Vous savez que Constantinople
regorgeait de reliques qui étaient des reliques, par exemple, du Christ ou d'autres en maintes exemplaires. C'est-à-dire que c'était multiplié, chacun avait ses reliques et on faisait commerce. Donc, parmi les reliques, il paraît vraisemblable qu'il y a une grande majorité de reliques qui sont fausses. Oui, bien entendu. Il paraît qu'avec tous les bouts de la Sainte Croix, on aurait pu faire une forêt. Voilà, absolument, oui. Oui. Je crois que d'autres disent un chalet, d'autres disent un bateau. Oui, c'est à peu près ça. Le nombre incalculable de lances, également les clous aussi, il y en a eu beaucoup. Les clous, il y en a eu partout. Il y a des tonnes de clous qui doivent se promener. Oui, oui, effectivement, ça j'imagine qu'il y avait. Mais il devait y en avoir un certain nombre. Mais point de linge vraiment intéressant, je veux dire, dans l'état actuel de vos connaissances. Il y a quand même un linge important qui est un vêtement qui se trouve à Trèves. Qui est la tunique de Trèves, qui a été longtemps en concurrence, puisqu'il y avait concurrence entre les églises qui possédaient différentes reliques, qui a été longtemps en concurrence avec Argenteuil, et qui serait donc le vêtement de dessus, celui-là. Soit le vêtement de dessus, soit peut-être le manteau de dérision, lorsque on a remis ces vêtements à Jésus, qu'on l'a accoutré avec le manteau en le traitant de roi des Juifs, etc. Je crois que c'est un peu autour de ça, mais je suis pas sûr, mais je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup d'études scientifiques de fait sur cette tunique de Trèves, donc on ne sait pas en vérité quelles sont ses chances d'authenticité. Oui. Et vous ne l'avez jamais vu? Moi, je ne l'ai jamais vu personnellement. Non. Oui. Et vous n'avez pas eu vent donc également d'autres reliques comme ça ayant un rapport avec le Christ? Non. Ouais. Un SMS vient d'arriver. Je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre à la question, mais en tout cas, je vous la pose. C'est Geneviève de Cahors qui nous dit: qu'en est-il de la sainte coiffe conservée à la cathédrale de Cahors? Alors ça, c'est intéressant, oui, parce que cette sainte coiffe de quoi s'agit-il d'abord? Serait, d'après certains auteurs, une relique qui s'appelait le soudarion, qui est cité par Jean, et qui aurait été mise sur la tête du défunt lors de la mise au tombeau. Elle est constellée également de taches de sang, et il serait très intéressant de pouvoir, là encore, faire des comparaisons. Et je ne sais pas de qui ça dépend, certainement de l'évêché de la région. Ça serait intéressant de pouvoir faire des analyses sanguines et de voir s'il s'agit toujours du même sang, groupe sanguin, de la même ADN, etc. Mais je crois que là encore, la difficulté d'accès font qu'il n'y a pas eu beaucoup d'études de fait, je pense pas. Oui. Et donc, vous connaissez, enfin, vous connaîtriez la dimension de ce tissu? Alors, attendez, je reprends un ancien livre que j'avais écrit, où il y a des choses sur les autres reliques. Et je crois que je parlais à l'époque de cette sainte coiffe, donc, de la sainte coiffe de Cahors. Alors, si je trouve des choses intéressantes, les linges funéraires de Jésus, le sphère d'Aix-la-Chapelle, le sphère de Besançon, le sphère de Cadouin, vous voyez, il y en a beaucoup, qui la plupart sont des faux. La sainte coiffe de Cahors. Alors, les dimensions exactes, non, je ne les ai pas. Elle a la forme et les dimensions d'un serre-tête taillé pour s'adapter tout juste à la tête d'un homme, ne laissant à découvert que le visage, depuis le milieu du front jusqu'au menton. Au toucher, la sainte coiffe paraît ouatée. C'était une description qui a été faite en 1899, qui existe à la bibliothèque de Cahors. Donc c'est quelqu'un qui avait pu y avoir accès finalement là, voilà, il l'a touché quoi finalement. Il l'a touché. Très bien. Les empreintes de sang, on parle des empreintes de sang. Il existe une notice historique sur la sainte coiffe qui date de 1844. Un médecin et un pharmacien ont constaté en 1839, vous voyez, c'est pas récent, qu'il s'agit bien de taches de sang. Malheureusement, aucune analyse récente n'a été faite pour s'en assurer. Voilà, je crois que
Donc, du travail à faire de ce côté-là. Ah bah écoutez, on peut lancer l'appel quoi qu'il en soit, Oui. parce que là, Cahors, c'est pour le coup en plein dans notre zone. Tout à fait. On peut faire cet appel et demander à Ce un serait des très responsables, oui, à l'évêque peut-être, d'autoriser un scientifique ou deux à faire peut-être quelques analyses pour pouvoir aller plus loin dans la compréhension de cette sainte coiffe. Ça pourrait être tout à fait intéressant, professeur Marion. Je suis votre homme pour ça. Bon, eh bien, écoutez, l'appel est lancé. J'espère que on aura peut-être des répercussions. En tout cas, si vous entendez cet appel et si vous avez la possibilité d'avoir de prendre cette décision, qui que vous soyez, appelez-nous au 0826 300 300, 0826 300 300. Même après l'émission, vous nous laissez un message sur notre répondeur, les aventuriers de l'étrange, et on le transmettra évidemment au professeur André Marion et au professeur Gérard Lucotte, qui se feront un plaisir de se déplacer, de venir jusqu'à Cahors pour pouvoir peut-être étudier de manière tout à fait sérieuse cette sainte coiffe. Pas d'autres demandes, professeur Marion, c'est bon là ? C'est très bien. Bon. Non, pour l'instant, ça me suffit. Je crois qu'il y a suffisamment de travail. Oui, j'imagine. Avant de conclure et de vous remercier, sur quoi êtes-vous en train de travailler ces temps-ci ? Est-ce que vous continuez à vous passionner pour le linceul de Turin ou d'autres passions vous appellent ? Oh, j'ai beaucoup d'autres passions qui touchent souvent d'ailleurs le thème un peu de votre émission, les phénomènes étranges ou les phénomènes paranormaux. Ouais. J'ai eu l'occasion de faire des études sur des photos d'ovnis, donc de faire du traitement d'images sur des ovnis. Ah oui. Peut-être pour nous en discuter un jour. Il y a Avec des grand choses plaisir. également très curieuses là-dessus. Ouais. Et je suis également parti sur des recherches historiques qui sont tout à fait d'un autre ordre concernant les lettres de Marie-Antoinette au comte de Fersen, toujours pour la recherche de la vérité. Ouais. Bien écoutez, bonne recherche et en tout cas on vous réinvitera. Alors si nous avons des nouvelles de Cahors, oui, pour cette sainte coiffe évidemment. Deuxièmement, pour parler de l'étude avec les traitements d'images dont vous disposez, des photos concernant les ovnis. Parce que ça peut être tout à fait intéressant, effectivement. Et puis, si d'autres aventures vous tentent, surtout dans l'étrange, vous n'hésitez pas à nous rappeler, bien entendu. Eh bien, c'est très gentil. Merci. Je vous remercie, j'étais très heureux d'être pendant ces 2 heures avec vous et vos auditeurs. C'est très gentil à vous. Nous aussi, on a été vraiment ravis que vous soyez notre guide à travers la découverte de ce dossier. Je rappelle le titre de votre livre, donc, coécrit avec le professeur Gérard Lucotte, donc Le linceul de Turin et la tunique d'Argenteuil. C'est aux éditions Presse de la Renaissance. Merci, professeur Marion, et à très bientôt. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Les aventuriers de l'étrange, avec Louis Bénédit sur Sud Radio. Nous avons clôturé le dossier il y a quelques minutes du Saint-Suaire concernant le linceul de Turin ou le Saint-Suaire de Turin comme certains l'appellent. Je vous rappelle donc le titre de ce livre vraiment passionnant qui m'a servi de base pour construire cette émission. Donc écrit par le professeur André Marion et le professeur Gérard Lucotte, un spécialiste en imagerie numérique, l'autre généticien. C'est aux éditions Presse de la Renaissance. Vous allez voir, c'est absolument passionnant. D'autres SMS sont arrivés un petit peu trop tard malheureusement, notamment un SMS sur quelqu'un qui voulait savoir ce qu'est exactement devenu le vase contenant le sang sorti de la plaie lors du perçage par la lance du soldat sur Jésus. Donc, mais écoutez, on va peut-être consacrer une émission à ces objets. Je pense au Graal évidemment tout de suite, mais le Graal c'est pas ce vase-là, c'est pas ce vase qui a servi à recueillir ce sang-là. Mais il serait intéressant de refaire une émission sur les objets mythiques du monde de la chrétienté. Avant de se quitter, un petit tour du côté de notre archiviste, parce qu'il est aussi archiviste. Pierre Massias, bonsoir. Prends le micro, rapproche-toi, voilà, installe-toi comme il faut. Prends tes aises, tout va bien. J'y suis. Voilà. Superbe dossier, passionnant professeur concernant le linceul. Hein. Extraordinaire, oui. Ça, on voit l'argumentation scientifique. Ouais.
telle qu'on aimerait souvent la voir. Ouais. Et puis, vraiment un phrasé, un parler, un conteur également. Donc c'était vraiment très très intéressant. Très agréable. Ouais. Oui. Alors, tu veux nous présenter deux choses. D'ailleurs, régulièrement, tu nous diras s'il y a des livres qui sortent intéressants dans le domaine qui intéresse les aventuriers de l'étrange. Donc ça peut être les mystères historiques, bien entendu. Ça peut être également les ovnis aussi. Tout domaine de l'étrange. Voilà, vraiment sens large. Ouais. Alors, deux nouveautés. Lesquelles ? Eh bien, un bouquin sorti à la suite de l'émission Cosmic Connection sur Arte le 30 septembre dernier. De quoi s'agissait-il déjà une soirée dans cette émission ? Il s'agissait de regrouper toutes les idées, toutes les démarches qui tournaient autour de la vie extraterrestre. Comment concevoir une vie possible sur d'autres planètes et comment aussi communiquer avec eux. Ouais. Donc ils avaient demandé très longtemps à l'avance sur un site internet, si je me souviens bien, de leur envoyer des messages, des vidéos. Oui, très longtemps à l'avance. Voilà, oui, des choses parlées, enregistrées, enfin bref. Voilà, parce que le but de l'émission était d'être diffusé à l'intention d'habitants d'autres planètes. Oui, voilà. Pour présenter notre belle planète. Oui, et donc aussi à travers, non seulement avec des données techniques, mais aussi à travers les habitants de cette planète. C'est-à-dire que chacun était invité à proposer quelque chose, à envoyer. Donc l'émission Arte a travaillé en collaboration avec le CNES, qui a diffuser toutes les émissions à partir du CNES Toulouse ou au Sagel, je sais pas trop, mais enfin à partir des installations de Toulouse. Ouais. Et ça a été envoyé vers les étoiles, quoi. Vers les étoiles, oui, destination d'un éventuel extraterrestre qui passerait par là. Bon, j'espère que les propos ont été poétiques et bien représentatifs, parce que bon, si Bush a écrit quelque chose, on est mal, les enfants. Je vous dis, ils vont pas venir nous voir tout de suite, les gars. Bon, le bouquin, alors, qu'est-ce que c'est finalement ? Donc le bouquin fait à la suite de cette émission, donc il reprend le thème de l'extraterrestre à travers l'histoire. Bon, il se décompose en 6-7 chapitres. Où on aborde l'histoire de l'extraterrestre, c'est-à-dire comment s'est développée l'idée de l'extraterrestre dans la société depuis fort longtemps, depuis le Moyen-Âge, Galilée, Kepler, en passant par nos grands savants du début du XXe siècle. Comme Flammarion, dont on a parlé, bien sûr, oui. Voilà. Un autre, alors quand on parle d'extraterrestre, on pense immédiatement aux petits martiens. Oui. Un chapitre en tout cas consacré à Mars dans toute sa splendeur, technique aussi, et comment Flammarion en particulier, entre autres Huygens, ont envisagé des martiens, la vie sur Mars, c'est vrai. Ça passe aussi par des visions de médiums, toujours du début du XXe siècle d'ailleurs, qui établissaient, qui prétendait en tout cas établir un dialogue avec ces martiens, voire éventuellement des vénusiens. Ah oui, c'est plus loin. Oui, c'est différent, on va dire. Très bien, d'accord. Mais ce sont des propos très intéressants quand même. Je ne voudrais pas me tromper, mais c'est Émile Boirac qui a étudié certaines de ces communications avec des habitants d'autres planètes. Et ça rentre dans la lignée d'études psychologiques intéressantes, très intéressantes. Et alors, il y a aussi un DVD avec ce livre, c'est ça ? Voilà, alors un DVD qui reprend les parties les plus intéressantes de l'émission, qui montre d'ailleurs des séquences qui ont été envoyées, où on entend des scientifiques décrire comment on peut envisager la communication à travers des choses comme SETI, entre autres. Qu'est-ce que SETI ? SETI, ça a été un programme lancé par l'université de Berkeley. Ça doit être au début dans le courant des années 90. Berkeley aux États-Unis. Berkeley aux États-Unis. Donc, le problème pour détecter une possibilité de vie extraterrestre, la manière pour détecter une possibilité de vie extraterrestre, c'est d'étudier les signaux radio qui nous proviennent de l'univers. D'accord. Et d'essayer de retrouver dans ces signaux qui sont, on va dire, aléatoires, qui sont un petit peu n'importe quoi, de trouver des traces de signaux ordonnés, qui représentent quelque chose. Structuré comme un langage, comme un signe, quoi, quelque chose comme ça. Mais ça, il faut pointer vers l'univers, pointer vers certaines étoiles,
il y a des étoiles, disons, des régions de l'univers privilégiées. Ouais. Et ça demande des moyens techniques extrêmement importants. Donc, l'université de Berkeley a réussi quand même à obtenir un temps d'utilisation du télescope, du radiotélescope d'Arecibo, et à acquérir dans certaines bandes de fréquences, donc certaines ondes radio qui proviennent de l'univers. Voilà. Et derrière, il fallait les analyser. Ouais. Seulement, ça demandait des moyens techniques énormes. Ordinateurs colossaux. Voilà. Ouais. Alors, c'est dommage, je ne me souviens plus du nom de l'initiateur du projet. Qui a demandé une idée extraordinaire. À tous les internautes de chacun d'avoir un petit programme qui analyse une partie de ce qui est arrivé, c'est ça? Exactement. Plutôt que d'avoir un gros ordinateur à un endroit. Des milliers de petits partout autour de la planète. Un ordinateur monstrueux, mais réparti en petites parties. Ça a été son idée absolument géniale. Et ça tourne encore, je crois. Ça tourne toujours. D'accord. Et là, donc, on parle évidemment de SETI dans ce livre. Voilà. Ouais. Et donc là on en était au DVD, avec toutes les parties, tous les messages, etc. Qu'il y a donc à l'intérieur de ce DVD. Il y a d'autres manières aussi d'essayer de prendre contact, comme avec des sondes spatiales, du genre Viking, du genre Cassini, qui emportait lui un DVD à bord. Tous ces thèmes-là, donc la manière aussi, on trouve dans le livre et dans le DVD la manière, des modèles qu'on peut envisager pour décrire la vie dans l'univers. À quoi ça peut ressembler, quoi? À quoi ça peut ressembler? Là, le dernier chapitre est consacré à ça, avec des idées un petit peu de tous les points de vue, de tous les horizons, parfois loufoques, science-fiction. C'est en tout cas très amusant. Mais donc on va envisager dans un chapitre si la vie extraterrestre, si la vie peut se produire, prendre naissance sur d'autres planètes, et à partir de là, comment elle peut évoluer. Et on arrive à une idée d'ailleurs où, le livre veut arriver à une idée où la vie a ses modes, a ses règles de développement. L'évolution de la vie ne serait peut-être pas si aléatoire que ça, ce serait pas vraiment n'importe quoi, mais il y aurait une évolution prédictive de la vie dans l'univers. Ah, intéressant, on touche presque à la philosophie là. Voilà. Rapidement, pour conclure, un DVD également vient de sortir, et on en a parlé récemment du reste. Oui, donc c'est à la suite des rencontres de Martigues sur les NDE. Donc qui rassemblait un aéropage de personnalités venues du monde entier, mondialement connues, et venues du monde entier, du Canada, des États-Unis, comme Moody, évidemment, oui, qui a fait grosse impression durant le congrès. Et donc 2 DVD ont été édités à la suite de ces rencontres. Un DVD qui reprend, qui doit faire environ 2 heures, si je me souviens bien, qui reprend des extraits donc de toutes les interventions, des extraits marquantes, et un DVD spécialement réservé à l'intervention de Pim van Lommel, qui est un cardiologue, qui a publié une étude dans la revue médicale The Lancet, et donc un DVD complètement consacré à sa conférence. En fait, c'est un cardiologue qui pose la question de savoir où se trouve, où peut se trouver la conscience humaine quand les fonctions du cerveau sont complètement mises hors circuit. Oui, là c'est encore de la philo. C'est encore de la philo, mais qu'on aborde d'un point de vue médical. Ah oui, avec les sorties hors du corps et les NDE, c'est-à-dire les expériences de mort imminente. Oui, tout à fait. Intéressant. Où est-ce qu'on peut se les procurer? Un site internet? Alors, le site internet pour ces 2 DVD sur les rencontres de Martigues, c'est le site www.s17production. S17 Production. Alors S17 comme c'est le chiffre 7 suivi de production tout tenu .com. S17production.com. Merci beaucoup, Monsieur Pierre Macias. L'autre bouquin et DVD, c'est sur le site de Arte. Le site de Arte. Le site de Arte que je retrouve très facilement. www.arte.tv.
/ Cosmic Connexion. Cosmic Connexion. COSMIC, suivi de connexion qui se tient. D'accord. Voilà, tout ça en un seul mot. Merci beaucoup, Pierre. Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Benedy, les aventuriers de l'étrange. Je vous souhaite une excellente nuit à l'écoute des programmes de Sud Radio et des rediffusions. En ce qui nous concerne, on se retrouvera la semaine prochaine avec grand plaisir, samedi et dimanche. Samedi à partir de 23h jusqu'à minuit et dimanche de 22h jusqu'à minuit. Samedi parce qu'il y aura le deuxième test match où les All Blacks vont encore mettre vont jouer contre les Français. Merci à Mathieu qui signe la réalisation de cette émission, Morad qui était au standard, Pierre Massias qui me donne un coup de main pour la construire comme toujours. Et puis, dernière question d'un auditeur. Vous savez que le professeur André Marion a dit qu'on avait trouvé une partie du chromosome du père de celui qui portait la tunique. Le père, donc, celui qui portait la tunique, c'est le Christ. Le père du Christ, c'est qui? Voilà une bonne question. Je vous laisse réfléchir là-dessus et à la semaine prochaine. Au revoir.